néo-zélandais. L'autre navire, c'était le HMCS, ou en français, on dit NCMS, le navire canadien de Sa Majesté Prince Robert, qui était une corvette. 1976 Canadiens ont été mis à bord de ces deux navires-là. Et puis, ils ont parti de Vancouver sans savoir la destination. Là. On embarque dans le bateau, mais on ne sait pas où on va. Là, je parle évidemment là, des soldats qui ne savaient pas. C'est certain que l'état-major devait avoir une idée. Là. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent à Honolulu, à Hawaii. Une destination quand même assez exotique là, pour un jeune Gaspésien. Là. Puis, rendus à Honolulu, ils n'ont pas eu le droit même de débarquer du bateau. Là. Ils ont passé au moins peut-être 2 jours pour le ravitaillement à Honolulu. Et puis, c'est entre Honolulu et Manille, Philippines, qu'ils ont su là, qu'on était en route vers Hong Kong, qui était une colonie britannique, il faut se rappeler. Là. Effectivement, le territoire était comme une espèce de relais au niveau commercial pour l'Angleterre depuis de nombreuses années. Là, on parle de ça, avant 1800. Là, c'est ça, depuis le trafic. En fait, c'est le trafic de l'opium a joué un grand rôle dans le développement, si on veut, là, de la colonie de Hong Kong. Et accessoirement, l'amour des Anglais pour le thé, qui transigeait par le... Exactement. Et rendu à Manille, ils ont le droit de débarquer pendant une courte période. Encore dans le but de ravitailler et tout ça. C'est là qu'il y a un élément de leur arrêt à Manille qui va jouer un rôle quand même assez important dans l'histoire. Là. C'est que il était supposé d'avoir un bateau avec des armements, de l'équipement militaire qui allait aussi les accompagner à Hong Kong, qui a été dérouté, c'est pas le bon mot, là, mais qui a été envoyé ailleurs. Réaffecté. Merci, M. Fournier. Ça fait plaisir. Ce navire-là, avec tout cet équipement, se rendra jamais à Hong Kong. Ça aurait sûrement donné un coup de main. Ça aurait été utile. Ça aurait été utile lors de la bataille de Hong Kong. C'est ça. Ça n'aurait pas pu nuire. C'est ça, exactement. Donc, après ce long périple, c'est l'arrivée à Hong Kong. Le 22 octobre, si ma mémoire est bonne, mais tenez-moi pas rigueur sur la date, là. Mais c'est la fin octobre. Si on se met à la place d'un jeune soldat, un jeune Gaspésien, qui arrive à Hong Kong, Monsieur Doddridge me disait, c'est pareil comme si j'avais atterri sur la Lune. Tous les repères culturels qu'il y avait étaient faussés, je veux dire, dans le sens que, d'un, il faut se rappeler que, un peu de background, là, se rappeler que dans ce coin de l'Asie, depuis 1937, les Japonais et les Chinois étaient en guerre ouverte. Là. La ville de Hong Kong se trouvait à être une ville de réfugiés. Oui, il y avait le côté colonie britannique. C'était le contraste entre les riches et les pauvres, là. Puis qui existe toujours à Hong Kong, en fait. Là. C'était plus flagrant à cette époque. Donc, les deux navires canadiens, le HMCS, NCSM Prince Robert et le Awatea arrivent à Hong Kong. Il faut se rappeler aussi qu'il y avait déjà une garnison britannique à Hong Kong. Il y avait des forces britanniques, il y avait des forces de l'Inde, il y avait des régiments écossais qui étaient déjà sur le territoire. On parle d'environ combien de soldats si on fait l'ensemble du contingent? On parle de 5000. Les Canadiens débarquent au quai Holt's Wharf. Le quai Holt's à Hong Kong. Il faut se rappeler aussi que Hong Kong, essentiellement, là, il y a deux parties à Hong Kong. Il y a la partie qui est sur le continent asiatique, si on veut, et puis il y a l'île de Hong Kong. À leur arrivée à Hong Kong, ils vont du côté du continent. Ils marchent avec tambour et trompette et tout le kit, là, le long de la rue principale, le chemin Nathan Road, c'est l'équivalent à la rue Sainte-Catherine à Montréal ou la rue Yonge à Toronto, l'artère principale. Donc, ça a dû être tout un spectacle. Ils ont marché le long de cette rue pendant à peu près 2 ou 3 kilomètres jusqu'au camp de Sham Shui Po, un secteur de Hong Kong, où il y avait des baraques pour les soldats. Et puis, durant leurs 2-3 premières semaines, les gars vivaient... C'était la grosse vie, là, parce que le taux de change était très favorable pour les soldats canadiens, et puis c'était une ville ouverte, là. Il y avait tous les vices qu'on peut imaginer. Donc, les jeunes soldats du Royal Rifles se sont payés du bon temps durant les premières semaines qu'ils étaient là. Avec l'argent canadien, tu étais capable de te payer un assistant, là. Les gars avaient tous des gens qui faisaient le ménage dans leur cubicule et tout ça. Là, Ça attendait
attendrit un peu la discipline militaire. C'est ça, là, exactement. Mais quand même, l'armée étant l'armée, le quotidien, durant les premières semaines, ça ressemblait encore toujours la formation, toujours. Il fallait qu'ils se familiarisent avec leur position défensive. Parce que, faut se rappeler, là, qu'ils étaient là pour quand même accomplir des tâches. Puis, à la base, leur mission, c'était d'amener support à la défense de la colonie de Hong Kong en cas d'attaque ennemie. Mais l'état d'esprit parmi les soldats et les leaders politiques et militaires de l'époque était que le conflit entre les Japonais et les Chinois était un conflit entre les Japonais et les Chinois, puis que Hong Kong, dans le fond, était plus ou moins protégé de ce conflit, dans le sens que c'est pas notre bataille, puis on n'est pas vraiment à risque, mais on va quand même prendre le temps d'essayer de développer une stratégie défensive. Le camp des Canadiens, les Royal Rifles et les Winnipeg Grenadiers, était sur le côté du continent, mais leur responsabilité défensive était sur l'île de Hong Kong. De façon quotidienne, ils prenaient des traversiers, ils allaient sur le côté de l'île de Hong Kong pour se familiariser justement avec ces positions-là. L'île de Hong Kong était divisée en deux, la partie est et la partie ouest. Comme des fois les choses se font bien. La partie ouest, c'était les Winnipeg Grenadiers et la partie est, c'était le secteur dans lequel se retrouvaient les Royal Rifles. Ainsi que nos Gaspésiens. Exactement, nos 203 Gaspésiens. C'est sûr qu'à l'époque, quand tu parles du haut commandement, l'Allemagne nazie a envahi en 1941 l'Union soviétique. C'est sûr que les militaires pensent que le Japon, comme il est membre de l'Axe, va attaquer la péninsule du Kamtchatka et ainsi pas trop troubler justement cette partie-là. Mais le 7 décembre, les Japonais jouent un tour à tout le monde, surtout aux Américains, et attaquent l'île d'Hawaï. C'est le début, l'attaque de Pearl Harbor et le début de l'entrée en guerre des Américains durant la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Parce que lorsqu'on pense justement au 7 décembre, ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire, la première chose qui nous vient à l'esprit, 7 décembre 1941, c'est l'attaque justement des Japonais sur le port de Pearl Harbor à Hawaï. Par contre, un peu perdu dans cette histoire-là, c'est que de façon simultanée, les Japonais ont attaqué les Philippines, la Malaisie et la colonie britannique de Hong Kong. Parce qu'il faut se rappeler aussi, là, à cause des fuseaux horaires et tout ça, le 8 décembre à Hong Kong et le 7 décembre à Hawaï se trouvent être essentiellement le même temps. Là. Le 8 décembre 1941, les Japonais attaquent. Puis ce qui est intéressant, c'est intéressant à plusieurs niveaux, là, mais particulièrement par rapport aux Royal Rifles, dans le journal de bord des Royal Rifles, qui commence le 1er décembre, je crois, à peu près. Il y a des entrées dans le journal de bord du 5, 6 et même le 7 décembre qui font référence justement à le niveau de menace. Il y a des inscriptions dans le journal qui disaient que le risque était pratiquement nul que les Japonais allaient attaquer Hong Kong. Puis évidemment, ça s'est avéré une fausse déclaration, là, si on veut. Puis les Royal Rifles, en fait le contingent canadien, qui en passant allait sous le nom de la Force C, Force, s'est retrouvé un peu au dépourvu, parce qu'ils s'attendaient vraiment pas à l'attaque. La première priorité, c'est de se rendre justement aux positions défensives sur l'île de Hong Kong. Donc ça s'est fait quand même de façon rapide, quand même. C'est pas avant la mi-décembre, à l'entour du 17 décembre, que les Japonais mettent les pieds sur l'île de Hong Kong. Le premier contact, si on veut, là, entre les Canadiens et les Japonais, là, s'est fait un petit peu plus tard, une dizaine de jours plus tard, sur l'île de Hong Kong. Le premier contact s'est fait avec les Royal Rifles, la compagnie A des Royal Rifles. Sur l'ensemble des 2000 soldats qu'il y avait là, des Royal Rifles, combien avaient déjà eu un baptême du feu? Là? La question à 100 000 $. Une poignée. Il y avait quelques vétérans de la Première Guerre mondiale dans les rangs des Royal Rifles, surtout dans les rangs des officiers. Justement, Price était un vétéran de la Première Guerre mondiale et le colonel Home était un vétéran de la Première Guerre mondiale. Puis il y avait quelques soldats aussi là, dans les rangs des Royal Rifles qui étaient des vétérans, mais pour la plupart, c'était essentiellement exactement leur baptême de feu. La seule chose qu'ils avaient vu, c'était de la chasse en Gaspésie avec la carabine de leur père, probablement. C'est ça. À l'âge qu'il avait. Là. C'est ça, exactement, parce qu'on parle. Puis, oui, ça porte un bon point.
phénomène, si on veut, là, de la campagne de recrutement des Royal Rifles, c'est que à l'intérieur des rangs c'est pas quelque chose qui est unique aux Royal Rifles, hein, mais dans le cas qui nous intéresse, des 203 Gaspésiens qui ont été recrutés en 1940, il y avait quand même une partie importante qui avait moins de 18 ans. Là. On parle de jeunes de 17, même 16 ans. Le plus jeune étant... Il y avait un monsieur Bill McWhorter, qui a été résident de longue date de Gaspé, qui est décédé pas tellement longtemps, dans la dernière année. Monsieur McWhorter avait 16 ans lorsqu'il a été pris prisonnier de guerre. C'est quand même une situation quand même assez tragique. Là. Ouais, j'avais vu dans les Missing in Action, puis il y avait les journaux sortaient des... Puis je suis tombé sur un nom comme ça, des fois un soldat anonyme qui s'appelait Ranny Brillant, qui était de Douglastown. Oui. Qu'on a très peu d'histoire de lui, sauf que il s'est enrôlé à 16 ans et quelques, et à 18 ans, il va aller finir ses jours à Hong Kong, dans un endroit qu'il va probablement pas être capable de placer sur la carte. Ben, c'est ça. Quelques années plus tôt. Ben oui, la plupart des jeunes Royal. Puis je leur enlève rien, quoi que ce soit, là. Mais c'est ça, Hong Kong. Trouve Hong Kong sur une carte. Exactement. Pas certain. Donc c'est ça. Ça a été leur baptême de feu, là, pour la grande majorité d'entre eux. Et puis on parle en termes de force, là, si on veut, là, on parle du 10-1. Le japonais versus canadien. Puis c'était des forces aguerries. Ça faisait quand même déjà quelques années. 4 ans qui étaient en combat avec Eux étaient pas leur baptême du feu, là, les Japonais. Non, exactement. Il y avait beaucoup d'expérience. Là. Nous, c'est ça. Là, on avait l'expérience de Gander et Saint-Jean. Là. La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. Merci à son invité, l'historien Tom Hayden. À la réalisation, Émilie Gagné. Un merci particulier à l'ensemble des Gaspésiens du Royal Rifle of Canada et leurs familles pour les témoignages. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section podcast.